Les addictions, c'est une maladie de la gestion des émotions et de la gestion du plaisir et de la gestion des relations, puisque les émotions les plus fortes de l'être humain, c'est les relations à autrui. Alors on montre comme ça, de façon scientifique, apparemment objective, que les émotions et les relations sont impliquées dans la gestion que l'on peut avoir du plaisir et du contrôle. J'ai toujours été frappé, quand j'ai eu à assister à des réunions de mouvements d'entraide, quels qu'ils soient, de l'importance de la chaleur humaine, de la compassion, de la tolérance, d'une espèce d'émotion particulière qui se dégage de ces groupes. Et donc je pense que c'est absolument capital pour permettre de remonter des défenses fragilisées et de sortir de souffrances souvent majeures. Parce que je pense que mieux on comprend, et mieux on soigne, et mieux on se soigne. Il a fallu passer aux notions d'alcoolisme et de toxicomanie dans les années 50 à 70 pour pouvoir considérer qu'il y avait derrière une pathologie et non pas un vice ou une faiblesse. Les premières données nous amenaient à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Le changement a été celui qu'a apporté le DSM-4 et la classification internationale des maladies, qui nous ont amenés à parler de l'abus et de la dépendance. Et parler de l'abus, c'était déjà s'interroger sur l'entrée dans l'addiction, qui reste un problème crucial. Et puis le changement de paradigme. Donc on a assisté à tous ces changements de paradigme, mais il reste encore des traces dans nos têtes et dans la tête de la société de ces représentations anciennes. Le changement de paradigme, c'est de parler d'addiction depuis les années 2010 et d'introduire cette notion d'addiction plus ou moins grave dans les classifications médicales. Dans la classification précédente, il y avait les consommations non pathologiques, l'abus ou l'usage nocif et la dépendance. Depuis les années 2010, il est officiellement admis, nous l'avions déjà intégré dans notre pratique en France, que l'addiction, elle n'est pas catégorielle, ce n'est pas deux pathologies, l'abus et la dépendance, séparées. On passe de l'abus à la dépendance comme ça un jour par un switch brutal, mais c'est une installation plus ou moins lente d'une dépendance plus ou moins importante. Et donc ça justifie les diverses stratégies, et notamment celle de la réduction des risques, et celle de la réduction des consommations, et celle de la réduction des essais de consommation, et celle de l'acceptation des sujets dans le début de leur dépendance qui peut-être alors, dans certains cas, se permettre une reprise de la consommation. Et depuis le début des années 2000, l'addiction, c'est une maladie du cerveau. En tout cas, il y a une perturbation dans les mécanismes cérébraux. Alors, mes collègues praticiens nous l'ont suffisamment dit, mais il faut faire attention de ne pas oublier la dimension psychologique et la dimension sociétale de l'addiction. Il est bien évident que nous le savons tous et que dans la pratique, ces éléments sont aussi importants. Par contre, admettre qu'il y a une perturbation des mécanismes du contrôle, une perturbation des circuits cérébraux, ça permet de comprendre pourquoi on est au-delà de la volonté, pourquoi on est amené à avoir besoin d'être traité ou de se traiter. On sait que dans le cerveau, il y a deux niveaux de gestion du circuit du plaisir et des émotions. Il y a, quand vous avez un désir, une recherche de plaisir, une tentation, soit vous passez par on passe, lorsqu'on n'est pas dépendant, par ce circuit long, c'est-à-dire qu'on analyse le plaisir qu'il va vous donner en fonction de la mémoire que l'on a de ce plaisir et du contexte, les conséquences, est-ce le moment, et on décide d'y aller ou de ne pas y aller. Quand on est dépendant, c'est devenu un circuit court, un circuit automatique, un circuit quasi-réflexe, et quand on a la vue du produit, l'envie du produit, le craving, le besoin de consommer, il y a une espèce de court-circuit du contrôle cortical, contrôle du cortex préfrontal, du contrôle le plus raisonnable, et on tourne dans une espèce de boucle, de circuit court, dans lequel le craving apparaît, soit déclenché, soit venant directement sans raison de l'intérieur, ou à l'occasion d'une émotion.
Le produit est devenu la chose la plus importante. Il a pris le poste de pilotage et il ne permet plus de nuancer pour décider que ça n'est pas le moment ou que les conséquences en seront trop difficiles. Ça, c'est l'avantage de ce que nous ont apporté les neurosciences et la neuroimagerie ces dernières années. Comment s'installe cette perte de contrôle? Ça n'est pas du jour au lendemain. Et donc pendant longtemps, on gère plus ou moins bien. Ça dépend des situations, des moments d'émotion difficiles. Et donc, ce qui est si difficile à faire comprendre à la société et aux patients, au moins dans les phases de début, c'est comment quelque chose qui est un plaisir peut devenir un besoin incontrôlable. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est pas à quel moment, c'est selon quel déroulement. Donc ça nous a amené petit à petit, tous les professionnels du soin, à avoir une autre philosophie du soin et à n'être plus dans la position de celui qui sait et qui dit, à n'être plus dans la position de celui qui attend une demande de la part de celui qui est en souffrance, une demande libre, mais à être dans une situation d'accompagnement, en aidant et en motivant le changement et en s'appuyant sur ce qu'il y a de spécifique aux besoins, aux désirs et au contexte de chacun. Ce changement, il est capital. C'est vraiment accompagner avec les différents besoins en proposant un menu varié qui puisse aller à celui qui est en difficulté. Il n'y a pas une solution qui réponde aux pathologies addictives dans leur diversité et aux gens dans leur diversité. Il faut en proposer. Et puis les gens choisissent et ils finissent par trouver celle qui les aide le mieux. Et je pense qu'il ne faut en exclure aucune.